Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Mélanie. Vous êtes éditorialiste politique à France Télé. Mais ce soir, on vous reçoit plutôt pour parler d'amour, de correspondance épistolaire, un peu de politique quand même aussi bien sûr. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, c'est le titre de votre livre. Mais c'est aussi la phrase prononcée par Georges Clémenceau, ancien président du Conseil, ex-premier flic de France, surnommé Père la Victoire après la Grande Guerre. Cette phrase, c'est un pacte qu'il scelle avec Marguerite Baldensperger, une éditrice, 40 ans sa cadette, dont il tombe amoureux, alors qu'on peut dire que tout les oppose. Oui, tout les oppose. Ouais. Et puis, alors, lui est en retraite officiellement, puisqu'il a été dégagé, pour parler vulgairement, de la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il a eu beau gagner la guerre, on n'a pas voulu de lui. C'était des parlementaires à l'époque qui votaient. Alors, il rentre dans son bureau, il vit dans son petit appartement, et puis il décide d'écrire. Il voyage d'abord, parce que c'est pas le genre à ranger son frein et à se dire la vie est terminée. Et un jour se pointe chez lui une jeune femme qui est tout à fait dans ses canons. Elle est grande, elle est fine, elle est jolie, elle a l'air triste. Et il commence à discuter avec elle. Elle veut lui faire écrire un livre pour sa collection, parce qu'elle est devenue éditrice. On comprendra par la suite qu'elle est devenue éditrice parce qu'elle a un drame dans sa vie, la perte d'une de ses filles. Et au bout d'un moment, il lui dit « Mais madame, de qui portez-vous le deuil? Pourquoi êtes-vous si triste ?» Il est intrigué. Il est intrigué et elle lui raconte. Et à ce moment-là, il lui dit « Prenez ma main, je prends la vôtre, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Tel est notre pacte. » Et de fait, cette femme qui était triste, qui avait plus goût à la vie, se reprend un peu et il lui écrira beaucoup, ils se verront souvent. Et alors qu'il a, il faut le préciser, quand même 82 ans. Oui, mais il a considéré que quand on était jeune, c'était pour toujours. Il le disait que c'était un sentiment intérieur et il va lui commencer un petit peu à redevenir fringant, à coqueter souvent avec elle. Il lui écrit des lettres qui sont assez belles et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire le livre parce qu'en les lisant, je me suis dit, mais elles sont incroyables. 670 lettres, oui, voilà, 670 lettres. Est-ce qu'une partie est romancée ou est-ce que tout ça est tout à fait documenté? C'est exactement ces lettres. Alors, il y en a certaines qui ont été un peu caviardées quand elles ont été éditées, parce qu'il faisait des commentaires pas forcément aimables sur sa propre famille. Donc, c'était pas que sur sa famille d'ailleurs. Celles leur sont laissées, mais j'ai trouvé que les formules qu'il employait pour parler d'elle, en lui appelant ma déesse fricassée dans les Vosges, mon écureuil volant, quand il disait « Depuis que vous êtes parti, il tombe de la neige morale chez moi », c'était pas des platitudes qu'on peut écrire dans les courriers amoureux. En revanche, on n'a pas son courrier à elle. Oui. Elle a demandé à ce que tout soit brûlé. Elle est mariée, elle a une quarantaine d'années, elle est protestante. Il lui reste 3 enfants et elle pensait probablement qu'il n'était point correct que ce genre de correspondance puisse être vue ou connue. J'ai tout bien lu, j'ai essayé même de lire entre les lignes. Il y a quand même un mystère qui reste entier, c'est la nature de la relation. Jusqu'où vont-ils? C'est volontaire de... Alors, d'abord, premier point, je ne sais pas véritablement, n'étant pas présente à Saint-Vincent-sur-Jard quand elle va le voir et qu'elle dort dans une petite chambre qui est à 1,50 m de la sienne. Donc, je ne peux pas savoir précisément. On peut imaginer qu'à son âge, ayant été... Alors là, on va rentrer dans les trivialités. Opérer de la prostate, les choses étaient probablement, vu la façon dont ça se passait à l'époque. Et je me suis quand même renseignée auprès d'un grand urologue, le professeur Flamme, qui me laisse assez peu d'espoir sur la nature de la relation. Mais on peut imaginer également que ça n'ait pas été uniquement platonique, c'est-à-dire juste des choses où on se voyait de loin. Il faut quand même voir qu'on est à cette époque, que c'est une femme qui a eu un drame dans sa vie, quel est de son métier, quelle est de son époque. Oui, vous parlez d'embrassade, de baiser. Oui, parce que c'était pas simplement quand il lui écrit des lettres, il y a des choses qui sont, il dit « Je suis l'Etna, vous êtes la banquise ». Alors elle lui répond qu'elle n'est pas forcément la banquise et que mon petit intérieur flambe comme une fournaise. C'est pas uniquement des choses purement cérébrales. C'est un grand séducteur. La légende dit qu'il a eu plusieurs centaines de maîtresses. En tout cas, les femmes, elles ont une place importante et en même temps, c'est assez ambigu, son attitude vis-à-vis des femmes. Alors, il raconte ses amours. Elles ont officiellement commencé très tôt. Il raconte notamment qu'il a été amoureux d'une jeune fille, une jeune paysanne. Oui, il avait 7 ans. Elle en avait 16 ou 17. Il raconte que finalement, dans leurs embrassades, ça ne posait pas de problème, la différence d'âge. Donc, 7 ans, c'est assez précoce, on pourrait dire. Et puis, il parle de ce fameux baiser qui s'appelle un baiser vendéen, qui est un baiser fort appuyé avec la langue. Donc, il nous donne des détails. C'est vrai qu'il a séduit beaucoup de femmes. Alors, à côté de ça, on peut pas dire que ce soit le roi du féminisme. C'est ça, avec il des est propos misogynes. C'est-à-dire qu'on considère que les femmes, ça doit être charmant, ça doit éventuellement se taire.
Voyez-vous, par exemple, Marguerite, je n'aurais pas pu épouser une femme médecin. La médecine suppose une brutalité, une sécheresse de cœur qui ne sont pas faites pour vous les femmes. Il y a aussi l'exemple que vous donnez de son ex-femme américaine qui est répudiée, qu'il traite avec une énorme cruauté. Ça, c'est épouvantable, son comportement avec sa femme. En général, les biographes de Clémenceau, qui ont toujours adoré Clémenceau, sont assez pudiques sur ce passage, c'est-à-dire qu'on retrouve 2 ou 3 lignes, on ne s'étend pas. On préfère appuyer sur son côté plus moderne. Voilà, pour mais il est anticolonialiste quand tout le monde est pour la colonisation. Il combattra Jules Ferry. Il est laïque à une époque qui n'est pas évidente. Il est pour le droit de vote des Noirs. Il est extrêmement, il est dreyfusard. Il combat contre, il dénonce le génocide des Arméniens. C'est-à-dire qu'il est assez en avance et contre son temps à l'époque. En revanche, sur le droit de vote des femmes, il considère qu'elles vont voter comme les curés, et ça, il ne veut pas en entendre parler. Pas de droit de vote. Tout au long du livre, on découvre, grâce à vos écrits, un portrait de Clémenceau, alors qui est aussi très drôle, très mordant, avec un humour redoutable. Ça fait partie aussi du personnage. Oui, ça fait partie du personnage, ça fait partie de ses échecs aussi. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'est fait dégager, dit-il, de la présidence de la République, c'est qu'il s'est mis à dos à peu près tout le monde. Pas très apprécié. C'est-à-dire qu'on l'appelait l'Attila des gouvernements, c'est-à-dire qu'en gros, il faisait tomber tous les gouvernements, il se moquait en permanence de tout le monde, il avait des formules, il interrompait les séances, et il a dit Gambetta, du mal de tout. gros bêta. Est-ce que c'est utile d'appeler ces 2 ânes l'une du nom de la maîtresse de Gambetta, l'autre du nom de la femme de Poincaré. Ça le faisait beaucoup rire. Il a toujours dit qu'il ne résistait pas à faire un bon mot. Et au finish, il s'est battu avec la droite, la gauche, les cléricaux, les anticléricaux. Et en gros, tout le monde le redoutait. Vous avez cette phrase qui a attiré mon regard. C'est une constante chez Georges Clémenceau. En amour, comme dans la vie, il a toujours choisi la liberté. C'est ce qu'on vient de voir. La sienne surtout, quoi qu'il en coûte. Oui, quoi qu'il en coûte, c'est quoi le petit clin d'œil au président de la République? J'ai des stigmates encore de journaliste politique, si vous voulez. Donc, j'ai mis un quoi qu'il en coûte. Il a aimé le temps des tempêtes, ça c'était pour Sarkozy. J'en ai glissé 1 ou 2 comme ça au passage, c'était juste pour m'amuser. Moi, président aussi, c'était pour François Hollande. La liberté, oui, c'est-à-dire qu'il est pour le divorce. Il considère que, effectivement, c'est pas la peine, on ne va pas se marier pour 200 ans parce qu'autrement on va rater plein d'occasions. On se marie, on divorce. Cela dit, vu le comportement qu'il avait avec sa femme, il considérait que sa liberté à lui et la liberté des hommes était essentielle et que les femmes, en gros, vous n'avez qu'à bien se tenir. Est-ce qu'il était apprécié du peuple? On a bien compris que les politiques ne le portaient pas dans leur cœur, mais le peuple. Il a été apprécié du peuple à partir du moment où il est arrivé au pouvoir en 17, au moment où la guerre prend un très mauvais tournant, où il y a des mutineries, où il y a une espèce d'ambiance de défaitisme dans tout le pays. Et à partir de ce moment-là, il va mobiliser tout le monde. Et c'est un des premiers qui va aller au front. C'est-à-dire qu'il considère que les militaires, les politiques, ou les politiciens, comme ils s'appellent, sont des planqués qui sont à l'arrière. Et il va aller, lui, dans les tranchées, régulièrement. C'est des poilus. Il dit, je vais aller flairer le Boche. Alors, on ne pourrait plus dire des choses pareilles aujourd'hui. Mais il a une espèce de sentiment viscéral anti-allemand. Et on voit des photos, il y a des petits films muets. Et il apparaît comme proche. Il dit, je veux parler aux 2e lignes, c'est-à-dire parler aux familles. Et il devient extrêmement populaire auprès des combattants et des poilus. Et au traité de Versailles, il met un point d'honneur à faire venir les gueules cassées, c'est-à-dire tous ces hommes qui ont été absolument massacrés par la guerre, en disant, c'est ce que nous leur devons. Si on signe ce traité, c'est à eux que la nation doit être reconnaissante. Et il les met sans cesse en avant, d'où sa réputation très bonne. Il n'y avait pas vraiment de sondage d'opinion auprès du peuple. Et aujourd'hui, justement, est-ce qu'il inspire encore? Est-ce qu'il a des héritiers? Il a été aimé, pas aimé, un peu détesté par la gauche, parce qu'il faut dire que quand il a été au pouvoir comme ministre de l'Intérieur ou président du Conseil au moment de certaines grèves, il a été assez dur. Mais aujourd'hui, tout le monde, en raison de son caractère, de son tempérament, s'en réfère un peu à Clémenceau. Emmanuel Macron, il faut faire bloc. Les premières lignes, je fais la guerre. Emmanuel Valls, ça on le savait. Mais il y a, disons, une recherche de grands hommes ou d'hommes d'État qui fait que Clémenceau redevient un peu à la mode. En enlevant le côté caractériel. Absolument. Merci Nathalie Saint-Cric, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre. Je vous aiderai à mourir, vous m'aiderez. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez. À mourir aux éditions de l'Observatoire. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.